Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une situation que on a presque tous vécue. Chaque jour, il y a des milliers de personnes qui enfilent une tenue professionnelle, qui s'assoient face à un recruteur et Et qui sentent leurs mains devenir légèrement moites. c'est ça, les mains moites, la gorge sèche. Et là, ils transpirent à grosses gouttes face à une question qui est absolument terrifiante. Une question qui ressemble à un piège mortel, la fameuse question « Pourquoi vous et pas un autre ?» C'est un grand classique. Et le diagnostic qu'on tire de nos sources aujourd'hui, il est froid, il est presque clinique. Et surtout, il est sans appel. Oui, parce que le chiffre fait mal. 90% des candidats détruisent littéralement leur chance au moment exact où ils ouvrent la bouche pour répondre à ça. 90%. C'est énorme. C'est énorme. Et l'erreur fatale, celle qui coûte systématiquement le poste, c'est de répondre avec, tu sais, une espèce de liste d'adjectifs et de qualités banales. Comme si on lisait une liste de courses, quoi. Au lieu de prouver un impact réel. C'est un constat assez brutal, en effet. Mais on le voit au quotidien. Des excellents profils, des gens qui sont brillants techniquement, ils s'effondrent sur cette ligne droite finale. Tout simplement parce qu'ils se trompent d'exercice, en fait. Et c'est pour ça qu'on va poser un contrat d'écoute très clair dès maintenant. À la fin de cette analyse en profondeur, cette fameuse question, elle apparaîtra plus du tout comme un piège sadique pour ceux qui nous écoutent. Bien au contraire. Exactement. C'est en réalité une invitation en or massif pour démontrer une valeur unique. L'objectif de notre échange, il est simple. Quiconque absorbe ce décryptage ne répondra plus jamais « Je suis motivé et dynamique Fini. Plus jamais ça. ». Plus jamais ça. À la place, il sera possible de multiplier ses chances de succès par 3 en maîtrisant une approche structurée, presque scientifique. Alors on va décortiquer tout ça. Pourquoi est-ce que cette question, elle provoque un tel blocage mental ? Ce qui est fascinant ici, c'est que la majorité des candidats abordent cette question avec un paradigme qui est totalement erroné. Ils pensent, à tort, que l'évaluateur cherche à vérifier leurs compétences techniques. Alors que c'est pas du tout le cas. Pas à ce stade, non. Les compétences techniques, c'est un simple prérequis. Il faut bien comprendre le concept de la fameuse shortlist, cette liste finale des candidats retenus sur le papier. Si un nom figure sur cette liste, c'est que la personne, elle a déjà les compétences requises pour le poste. Sinon, elle serait pas là. Exactement. La vraie sélection, elle se fait sur des critères qui sont beaucoup plus subtils. C'est la compréhension viscérale des enjeux de l'entreprise. Donc en fait, le symptôme visible, c'est la panique, le bégaiement, le stress face à la question, mais le vrai problème en profondeur, c'est cette incompréhension totale de ce que la personne en face essaie réellement d'évaluer. L'entreprise, elle cherche pas un inventaire de compétences. D'ailleurs, cette question d'apparence simple, elle évalue très précisément 3 dimensions cachées. Lesquelles, du coup ? Premièrement, la capacité d'auto-analyse. Est-ce que ce candidat se connaît vraiment, avec lucidité ? Deuxièmement, la confiance en soi. Est-ce qu'il assume sa valeur sans tomber dans l'arrogance ? Ça, c'est une ligne fine à tenir. Très fine. Et troisièmement, et c'est le plus important, son aptitude à créer de la valeur. Il faut se mettre à la place de l'employeur. Recruter, c'est gérer un risque. Embaucher quelqu'un, ça représente un investissement financier et humain qui est énorme, parfois des dizaines de milliers d'euros. Donc l'entreprise, elle veut juste être rassurée sur le retour de cet investissement. C'est la base de toute décision économique, oui. Tu sais, je dois faire une petite confession ici. Au tout début de ma carrière, j'ai absolument utilisé la pire des stratégies possibles. Ah oui, raconte. On m'a posé cette question, ou alors c'était celle des défauts, je sais plus. Mais j'ai sorti la fameuse carte du je suis trop perfectionniste ». Aïe. Le grand classique. Mais je te jure, je pensais sincèrement que c'était super malin. Je me disais que l'employeur allait se dire « Génial, voilà quelqu'un qui travaille trop ». C'est l'utilisation typique de mots-clés totalement vides de sens, genre « je suis dynamique, je suis motivé ». C'est vraiment le niveau 0 de la différenciation. Mais on l'a tous fait, ou au moins pensé. Du point de vue de l'évaluateur, par contre, ça signale un manque cruel d'imagination, un manque de préparation, et surtout un manque de conscience de soi. Bah oui, parce que tout le monde est censé être motivé. Voilà. Sinon, on ne se présente pas à un entretien à 8 heures du matin. Ces mots-clés, ils desservent le candidat parce qu'ils ne fournissent aucune donnée exploitable pour rassurer sur ce fameux risque financier dont on parlait.
Mais il y a encore pire que les mots-clés vides, selon les sources qu'on a analysées. Il y a la critique indirecte des autres candidats. Le fameux « contrairement aux autres profils, moi je fais ceci ou cela ». Pourquoi est-ce que ça déclenche immédiatement un signal d'alarme rouge dans la tête du recruteur? C'est très simple, ça soulève une question cruciale de psychologie comportementale. Dénigrer les autres, même subtilement, ça révèle un manque flagrant de professionnalisme. Le recruteur, lui, il se projette immédiatement dans le futur. Il se dit, si cette personne rabasse des inconnus aujourd'hui juste pour se mettre en valeur, comment elle va se comporter lors d'un conflit de bureau avec ses collègues demain? Ah oui, ça sent la toxicité à plein de nez. C'est ça signale un risque humain. Et une entreprise, elle achète une solution, elle n'achète pas un futur problème de ressources humaines. C'est hyper clair. Et puis, il y a aussi la question de la posture générale. Le texte souligne deux extrêmes qui sont tout aussi destructeurs l'un que l'autre. L'excès d'humilité d'un côté et l'arrogance aveugle de l'autre. Les deux faces d'une même pièce qui font rater l'entretien. D'un côté, on a le discours du type « je sais pas si je suis la meilleure, il y a sûrement des gens plus qualifiés que moi, mais je ferai de mon mieux ». C'est presque touchant, mais ça crie au syndrome de l'imposteur. On imagine facilement l'employeur se dire « si elle ne croit pas en elle, pourquoi je devrais parier mon budget sur son profil ?» Exactement. La clé, c'est la différenciation basée sur des faits. Et c'est ce qui nous amène à explorer le deuxième acte de notre analyse. Des stratégies beaucoup plus contre-intuitives, ce qu'on pourrait appeler des angles morts, que la grande majorité des gens ignorent totalement sur le marché du travail. Et la première idée contre-intuitive va, je suis convaincue, soulager énormément de monde parmi ceux qui écoutent ce décryptage. C'est le pouvoir insoupçonné du parcours atypique. Un vrai changement de perspective. Oui, parce que la croyance populaire, elle voudrait qu'un CV avec des périodes d'inactivité, ou alors une reconversion professionnelle totale, un parcours non linéaire, que ce soit une faille énorme, un truc qu'il faut absolument cacher sous le tapis en croisant les doigts pour que personne ne pose de questions. Et c'est une erreur de jugement massive de penser ça. Un parcours atypique, s'il est bien articulé, ça devient une arme de persuasion redoutable. Pourquoi spécifiquement ? Parce que l'économie actuelle, elle est tout sauf linéaire. Tout change très vite. Donc une reconversion, ça ne montre pas une instabilité. Ça démontre factuellement une capacité d'apprentissage rapide, une résilience face à la difficulté et une vraie ouverture d'esprit. L'astuce, si je comprends bien, ça consiste à mettre en lumière ce que les sources appellent les compétences transférables. C'est le terme exact. Comment on définirait ces compétences transférables pour que ce soit bien concret pour notre audience ? C'est l'art d'extraire la mécanique pure d'une compétence pour l'appliquer dans un autre contexte. Prenons un exemple extrême. Imagine quelqu'un qui dit « Oui, j'ai passé 5 ans dans la restauration rapide ». C'est un secteur très éloigné de votre cabinet de conseil financier, on est d'accord ? Très éloigné, oui. Mais cette personne ajoute la gestion de crises multiples en temps réel, la résistance au stress extrême aux heures de pointe et la résolution de conflits avec des clients difficiles que j'y ai apprises, ce sont très exactement les compétences dont votre département de gestion de projet a besoin aujourd'hui. Waouh ! On transforme l'apparente faiblesse en une force rare. Une force que les profils très classiques, très lisses, ceux qui n'ont fait que des écoles de commerce par exemple, ne possèdent tout simplement pas. C'est une magnifique démonstration d'agilité intellectuelle. Et le recruteur, il adore ça. Ça nous mène directement à une deuxième idée contre-intuitive qui représente un véritable changement de paradigme. Il s'agit de passer du statut de demandeur à celui de consultant. J'avoue que ce concept de hacker la préparation, ça m'intrigue beaucoup. C'est la différence entre subir l'entretien et le piloter. C'est ça. Parce que la plupart des gens, soyons honnêtes, ils lisent l'annonce, ils jettent un œil à la page d'accueil du site web, ils mémorisent le nom du fondateur et ils s'arrêtent là. C'est nettement insuffisant aujourd'hui. La stratégie documentée dans nos sources, elle consiste à se transformer en véritable enquêteur, avant même de serrer la main du recruteur. On cherche quoi concrètement ? Il faut éplucher les profils professionnels des dirigeants sur les réseaux, scruter les actualités récentes de la boîte. Et surtout, il y a une mine d'or, qui est souvent ignorée, c'est de lire entre les lignes de l'offre d'emploi. Les fameux petits caractères. Exactement. Les entreprises listent souvent des compétences dites souhaitables, où elles indiquent un petit « ce serait un plus ». Ces éléments qui ont l'air secondaires, ils trahissent en réalité les besoins cachés de l'organisation. C'est ce qu'on appelle les pain points dans le jargon, n'est-ce pas ? Les points de douleur. C'est ça. Et si on relie ça à la situation globale d'une entreprise, c'est d'une logique implacable. Toute organisation qui ouvre un poste et qui dépense de l'argent pour recruter, elle a un problème coûteux à résoudre en interne. Ça peut être quoi comme problème ? Ça peut être une transformation numérique qui patine complètement, une expansion internationale qui devient trop complexe, ou juste des processus internes qui sont tellement obsolètes qu'ils font perdre un temps fou à tout le monde.
Et le candidat moyen, lui, il arrive avec la posture du demandeur. Il dit « Donnez-moi ce travail, je suis qualifié et j'ai besoin d'un salaire ». Alors que le candidat d'exception, celui qui a compris le jeu, il adopte une toute autre approche. Il arrive comme un consultant externe. Mais attends, si on arrive avec cette casquette de consultant, est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme de paraître incroyablement arrogant, comme si on débarquait pour leur expliquer comment faire leur propre métier? C'est une excellente nuance à apporter. Et c'est un vrai risque si c'est mal fait. Il ne s'agit pas du tout de venir donner des leçons de morale ou d'être péremptoire. Donc on évite le je vais vous montrer comment sauver votre boîte ». Surtout pas. Il s'agit de formuler des hypothèses intelligentes. Le candidat consultant, il dit plutôt quelque chose comme « En étudiant votre secteur et l'évolution de votre offre, j'ai l'impression que vous faites face à tel défi précis concernant l'optimisation de vos coûts logistiques. Est-ce que c'est bien le cas? Et si oui, voici comment mon profil et mon expérience passée pourraient être la pièce manquante pour vous aider à résoudre ce problème. » Ah, je vois. C'est une posture de collaboration en fait, c'est pas de la domination. L'équilibre des pouvoirs bascule complètement. On ne subit plus du tout un interrogatoire de police, on engage une vraie discussion stratégique entre deux professionnels. Exactement. Et ça change toute la dynamique de la pièce. Mais pourquoi cette proposition de valeur soit entendue et percutante, encore faut-il savoir la structurer au moment où la pression monte. Et ça nous amène au troisième acte de notre analyse, la mécanique pure de la réponse. Fini la théorie, comment on fait concrètement sur le terrain? Là, on rentre dans le dur. Il y a un cadre de décision, un framework opératoire qui a fait ses preuves, et qui combine deux modèles spécifiques. Commençons par le premier, la fameuse méthode STAR. Comment ça fonctionne? La méthode STAR, c'est un acronyme redoutable pour structurer sa pensée sous stress. S pour situation, T pour tâche, A pour action et R pour résultat. L'idée fondamentale, c'est d'arrêter d'affirmer des choses dans le vide et de commencer à raconter et à quantifier. C'est l'alliance de l'histoire et de la donnée. C'est ça. Le cerveau humain retient très facilement les histoires narratives. C'est prouvé. Et d'un autre côté, le monde des affaires ne jure que par les chiffres. STAR, ça combine les deux de façon fluide. Prenons un exemple concret pour que l'audience puisse bien comprendre la différence. Mettons que je sois une responsable commerciale. La réponse classique, et mauvaise on va dire, ça serait quoi? Je suis une très bonne commerciale, je dépasse toujours mes objectifs. Voilà, ça c'est la réponse bateau. Le recruteur, il entend ça 100 fois par jour et il l'oublie instantanément. Une réponse structurée avec STAR, ça ressemblerait plutôt à ceci. Vas-y. On commence par la situation. L'année dernière, notre marché s'est contracté de 10% à cause de la crise. Ensuite, la tâche. Mon objectif, c'était de maintenir le chiffre d'affaires de mon secteur coûte que coûte. L'enjeu est posé. Ensuite, l'action. J'ai pris l'initiative de réorienter notre prospection vers le secteur médical, qui était un marché moins touché, en formant 3 de mes collègues à cette nouvelle approche. Et on finit par le résultat. Nous avons non seulement maintenu le chiffre, mais généré une croissance de 15%, soit un demi-million d'euros de revenus supplémentaires. Le contraste est saisissant. La première réponse, c'était une vague promesse. La seconde, c'est un mini-documentaire irréfutable. C'est factuel, c'est mesurable et ça prouve un impact direct. Et cette méthode STAR, elle ne s'utilise pas toute seule. Elle s'insère dans le deuxième outil de notre cadre opératoire, le modèle des 3 piliers. C'est-à-dire qu'au lieu de bombarder le recruteur avec 10 arguments pêle-mêle, on organise sa réponse de manière presque chirurgicale, c'est ça? C'est indispensable, parce que le cerveau ne peut retenir qu'un nombre très limité d'informations à la fois. Quand vient le moment de répondre à la question « Pourquoi vous ?», il faut structurer sa réponse autour de 3 axes, pas un de plus. Donc, 3 idées maîtresses. Par exemple, le pilier 1, ça va être des compétences techniques qui sont extrêmement spécifiques aux problèmes actuels de l'entreprise. Le pilier 2, une expérience pertinente illustrée par une méthode STAR, comme on vient de le voir. Et le pilier 3, l'adéquation culturelle. Le fameux fit. Le fit, voilà. C'est la capacité du candidat à s'intégrer naturellement dans l'écosystème, dans les valeurs et dans la dynamique de l'équipe des gens en place. C'est propre, c'est facile à mémoriser pour le candidat et surtout ce qui me marque, c'est que c'est très facile à restituer pour le recruteur lorsqu'il devra défendre ce profil devant sa propre direction. Il aura les 3 points clés en tête, prêts à être pétés. Mais avoir un bon discours bien structuré, ça ne suffit pas s'il est récité de manière robotique. Et les sources insistent lourdement sur un concept crucial qu'il faut aborder maintenant. C'est l'intelligence situationnelle, l'art de l'adaptation en temps réel. Ça, c'est véritablement la marque des grands professionnels. Le discours, même s'il est parfaitement structuré en 3 piliers, il doit pivoter en fonction de la personne qui est assise de l'autre côté de la table.
L'interlocuteur dicte l'angle d'attaque. Exactement. Si l'entretien se déroule avec un responsable des ressources humaines, par exemple, le prisme d'écoute de cette personne, il est orienté vers la cohésion d'équipe et la rétention des talents. Donc on va pas lui parler que de technique. Non, il faut axer ses piliers sur l'adéquation culturelle, la communication interne, les soft skills. Bref, ces compétences humaines qui sont indispensables pour que la greffe prenne. Mais si au tout d'entretien suivant, on se retrouve face au manager opérationnel, tu sais, celui qui sera le supérieur hiérarchique direct au quotidien, là on change totalement de braquet. Ah bah oui, parce que lui, la théorie culturelle à long terme, c'est pas sa priorité immédiate du lundi matin. Lui, il a des urgences à régler, des objectifs trimestriels à tenir. Face à lui, on sort l'artillerie lourde de la résolution de problèmes. On lui prouve qu'on va lui enlever une énorme épine du pied dès le premier jour. Et le niveau d'abstraction, il monte encore d'un cran si l'entretien final a lieu avec le dirigeant ou le CEO. Tout à fait. Et pourquoi les CEO se soucient moins des problèmes quotidiens? Parce que son rôle à lui, c'est de regarder l'horizon à 18 ou 36 mois. C'est le capitaine du navire. Avec lui, le focus doit se faire sur la vision stratégique, le potentiel de croissance de l'entreprise et l'alignement avec les grands enjeux macroéconomiques du marché. Parler de l'organisation quotidienne de sa boîte mail à un CEO, ça lui donnerait l'impression d'avoir face à lui un profil beaucoup trop opérationnel. Quelqu'un incapable de prendre de la hauteur. C'est fascinant de voir comment exactement le même profil professionnel doit être packagé et présenté sous 3 angles totalement différents. Pour rendre ça encore plus tangible, prenons 2 cas extrêmes tirés de notre analyse. D'abord, l'exemple d'un profil junior. Comment on fait pour se démarquer quand on a concrètement très peu d'expérience sur le marché du travail? L'erreur classique du junior, c'est de s'excuser pour sa jeunesse. Genre, je sais que j'ai pas beaucoup d'expérience, mais... On revient à l'excès d'humilité destructeur. C'est ça. La stratégie gagnante, c'est d'en faire une arme. Le candidat junior, il pourrait structurer sa réponse en disant « Ce qui me différencie, c'est ma capacité d'apprentissage rapide combinée à ma vision générationnelle des nouveaux usages. Ah, malin. On joue sur les codes natifs. » Et il enchaîne directement avec un résultat star. Lors de mon dernier stage, j'ai audité la présence digitale et proposé une stratégie qui a généré 40% d'engagement supplémentaire sur les réseaux en 3 mois. Efficace. Un regard neuf couplé à de la rigueur chiffrée, c'est un combo qui est hyper recherché par les entreprises aujourd'hui. Et à l'autre bout du spectre, pour un profil beaucoup plus senior, j'imagine que l'approche s'inverse presque. On ne joue plus sur la fraîcheur, mais sur la garantie absolue de résultat. La stratégie senior, elle repose sur la réassurance maximale. Une réponse très efficace, ça mettrait en avant une double ou triple compétence rare. Par exemple, mon avantage réside dans ma combinaison d'expertise technique pointue et de vision stratégique. Au cours des 15 dernières années, j'ai piloté des transformations complexes dans 3 entreprises différentes, générant à chaque fois des millions d'euros d'économies de structure. Le message sous-jacent qui est envoyé aux recruteurs, il est limpide. C'est « je connais les pièges de votre marché, je l'ai déjà fait ailleurs et je vais vous éviter des erreurs de débutants qui vous coûteraient une fortune ». C'est un argument massu. C'est puissant, mais il y a un dernier aspect qu'on ne peut absolument pas ignorer. Il ne faut surtout pas oublier l'enveloppe de ce message. Avoir la meilleure méthode STAR du monde et les 3 piliers les plus solides, ça ne sert rigoureusement à rien si on a les épaules rentrées, le regard fuyant et la voix qui tremble. La gestion de l'implicite et du langage non verbal, c'est primordial. La posture professionnelle, ça se prépare presque comme une performance d'athlète de haut niveau en fait. Il est fortement recommandé par les experts d'utiliser des techniques qui ont fait leurs preuves. Se filmer soi-même pendant les répétitions. C'est dur pour l'ego, mais c'est radical pour prendre conscience de ses tics de langage ou de ses gestes parasites. Se voir de l'extérieur, oui, c'est une sacrée claque en général. On peut aussi utiliser la visualisation mentale. C'est une technique omniprésente dans le sport, où l'on se voit mentalement réussir l'échange avant même qu'il ait lieu. Et bien sûr, maîtriser des techniques de respiration basiques pour réguler le rythme cardiaque et le cortisol lié au stress. Parce qu'un candidat serein, même s'il cherche ses mots un instant, il inspirera toujours plus confiance qu'un candidat qui a un discours brillant, récité par cœur, mais qui est visiblement dévoré par l'anxiété. La forme valide le fond. Surtout qu'il faut s'attendre à ce que la fameuse question avance, parfois masquée. Les recruteurs posent de moins en moins la question « Pourquoi vous ?», de manière frontale. Parfois, ça prend des détours. Des variantes un peu plus subtiles. C'est ça, genre, quelle est votre valeur ajoutée par rapport aux autres profils sur le marché? Ou bien, qu'est-ce qui devrait me convaincre de vous faire confiance pour cette mission? C'est exactement le même monstre, il faut simplement utiliser le framework STAR et les piliers pour le gérer. Et puis, il y a un point crucial de notre deep dive concernant les objections implicites.
Très important ça. Si un candidat a 45 ans pour un poste considéré comme junior, ou s'il a un trou inexpliqué de 2 ans sur son CV, il sent bien que l'évaluateur en face de lui tique un peu. Est-ce qu'il faut attendre que le recruteur pose la question qui fâche? Surtout pas. Attendre, c'est subir. Prendre les devants sur une objection non formulée, ça démontre une lucidité intellectuelle et un courage professionnel qui sont indéniables. On crève l'abcès soi-même. Si on sait que son âge ou son parcours atypique pose question, on l'adresse proactivement dans sa réponse. On explique pourquoi, justement, c'est un atout inattendu pour eux. On transforme la contrainte en opportunité en temps réel devant les yeux de l'employeur. C'est l'essence même de cette confiance en soi et de cette création de valeur dont on parlait tout au début de notre échange. C'est brillant. On arrive au terme de cette exploration et il est temps d'ancrer fermement tout ce qu'on vient de voir. S'il ne fallait retenir qu'une seule idée fondamentale de tout ce décryptage, c'est celle-ci. Répondre à cette question ne consiste absolument pas à lister ses qualités humaines dans l'espoir désespéré de plaire. C'est un pur exercice de démonstration de valeur. Il s'agit de prouver, avec des faits quantifiés et une narration structurée, que l'on est la solution spécifique au problème unique que rencontre cette entreprise à ce moment très précis. C'est une prise de position mentale très claire qui s'impose désormais pour l'audience. Pour quiconque écoute cette analyse, lors du prochain entretien, au moment exact où cette question ou l'une de ces variantes va tomber, il y aura un choix conscient à faire. Lequel ? Soit continuer comme avant, croiser les doigts, espérer un coup de chance et réciter des adjectifs génériques vus et revus. Soit changer de dimension, appliquer ce cadre factuel, adopter la posture d'un consultant serein et apporter une solution argumentée autour de 3 piliers inébranlables. C'est littéralement le jour et la nuit en termes de perception par l'employeur. Mais pour clôturer cette réflexion, je voudrais amener une perspective inédite qu'on a trouvée dans les sources concernant la gestion de l'après-entretien. Une pratique qui semble extrêmement puissante consiste à tenir ce qu'on appelle un journal d'entretien rigoureux. Et à demander systématiquement un retour analytique au recruteur. Même et surtout après avoir essuyé un refus. Si l'on considère qu'un rejet est suivi d'une demande de feedback honnête, ça fournit les données exactes et précises pour recalibrer parfaitement son argumentation pour la fois d'après. Est-ce que le concept même d'un entretien raté existe encore réellement ? C'est une excellente question. Ou n'est-ce finalement qu'une simple phase de collecte de données, un prototype indispensable avant la réussite inévitable ? C'est une réflexion profonde à garder en tête la prochaine fois qu'une porte semble se fermer. On ne perd jamais vraiment, on récolte juste de l'information stratégique. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse en profondeur. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.